Ça fait plusieurs fois qu'on entend parler d'intelligence artificielle aujourd'hui, mais avant aussi. Et là, le but du jeu, c'est de savoir si l'intelligence artificielle, elle peut nous aider à nous différencier, mais surtout l'intelligence artificielle appliquée à la performance commerciale, promotionnelle, pardon. Quels sont les bénéfices, quelles sont les limites et quels questionnements on peut avoir. Donc pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric Colson, directeur adjoint de Budgetbox. Moi, c'est simple, j'ai 2 questions pour lui. Bon, bah, c'est 2 questions auxquelles je vais essayer de bien répondre, surtout. Tu veux peut-être introduire quelque chose ou je te pose la question? Oui, non. Je suis Cédric Colson, je suis directeur général adjoint de Budgetbox, que j'ai rejoint l'année dernière. Et Budgetbox, c'est une société technologique et digitale spécialisée dans l'activation shopper auprès d'un parc d'enseignes alimentaires que nous avons en partenaire. Voilà. Et donc l'IA. En quoi ça permet de se différencier? Alors l'IA, effectivement, on a entendu parler juste avant. L'idée, c'était de faire un focus là-dessus. De manière assez pragmatique, dans une année un peu folle sur ce sujet-là, puisque c'est quand même une année, on va dire, d'accélération. Ça fait un certain temps qu'on est sur ces sujets-là. Il y a une vraie accélération. Je pense que vous êtes beaucoup dans la salle à avoir essayé ChatGPT au moins une fois, voire à l'utiliser, pourquoi pas régulièrement au bureau. Et donc, on a souhaité en parler chez Budgetbox parce que, comme je le disais, on est une société d'abord technologique, une société digitale. Et on est connecté aux bases de données des retailers, aux bases de données transactionnelles, ce qui est un terrain de jeu dès lors qu'on parle de données, puisqu'il n'y a pas d'intelligence artificielle sans données, et c'est d'ailleurs là où elle va créer de la valeur. On est connecté à ces données shopper, à ces données transactionnelles, et pour nous, c'est apparu comme un cheminement logique, une suite logique de déployer ce genre de solutions pour toujours mieux accompagner les marques pour lesquelles nous sommes amenés à activer des campagnes promotionnelles. Donc pour arriver plus précisément à la question, Françoise, quel bénéfice? En fait, on va focuser parce qu'on a un temps réduit sur 2 grands types de bénéfices qu'on a pu observer. On va pouvoir créer des bassins de shoppers, des segments shoppers qui vont être plus réactifs aux stimuli promotionnels qu'on va pouvoir leur présenter au nom des marques. Et le deuxième grand axe, ça va être l'optimisation de la valeur faciale, puisque dès lors qu'on parle de bons de réduction, de coupons de réduction, l'enjeu de la valeur faciale est important pour les marques et il est évidemment important du côté du consommateur. Alors, sur le premier sujet, qui est comment au final l'intelligence artificielle nous a permis de gagner en granularité de traitement et au final de créer des segments qui vont être plus réactifs aux campagnes promotionnelles. L'IA nous permet de mieux explorer, au final de mieux exploiter la data. Et donc, pour donner un exemple de traitement qu'on a pu faire, on a pu aller observer évidemment des très grosses volumétries de composition de paniers et d'aller regarder à l'intérieur de ces paniers-là quel type de produits peuvent être achetés simultanément et en face de ça, de déterminer des probabilités de réplication de ces achats simultanés sur d'autres paniers. Bon, on va essayer de le donner par un exemple parce que là c'était un peu verbeux. En tant que shopper, je vais être catégorisé dans un segment. Ce segment va regrouper des shoppers qui vont avoir des caractéristiques communes avec moi, parmi lesquels l'achat simultané d'un produit A et d'un produit B. Sur d'autres segments de shoppers qui eux aussi vont regrouper d'autres individus avec des caractéristiques communes, certains vont être consommateurs uniquement du produit A ou uniquement du produit B. Et dès lors, on va aller établir des probabilités plus ou moins importantes qui se mettent également à être consommateurs du produit B ou du produit A dans un cas comme dans l'autre. Et c'est ces traitements-là qui vont nous permettre de pousser davantage certains produits qu'on va promouvoir auprès des individus par ces approches à la fois statistiques et probabilistes. Alors, le vrai sujet de l'IA à l'intérieur de ça, c'est cette capacité de traitement, cette puissance de calcul qui va partir dans différents axes. Là, je vous en donne un. Bien évidemment, il faut en avoir plusieurs. Et c'est ce croisement de tous ces traitements-là qui vont permettre de créer, en fonction des objectifs de la marque, des segments activables. Un deuxième bénéfice aussi, c'est qu'on peut aller mieux connaître les produits qui composent une catégorie.
notamment par exemple par la lecture des noms de produits, où on va aller identifier des caractéristiques communes à des produits. Par exemple, si on donne un exemple, les yaourts aux fruits. Alors évidemment, on va trouver rien d'exotique là-dedans, on va trouver des caractéristiques communes autour des saveurs, fraises, mangue, banane, que sais-je. Et derrière, on va pouvoir aller proposer aussi à l'IA des catégorisations différentes, du type yaourt aux fruits du verger, yaourt aux fruits rouges, yaourt aux fruits tropicaux. Et c'est ce mix entre les différents axes de connaissance, de consommation et de composition des paniers, cette meilleure connaissance qu'on va avoir des catégories et des produits qui la composent, associée à d'autres axes, là je vous en donne deux pour être un peu plus détaillé, mais il y a d'autres variables, ça va nous permettre de créer, en fonction des objectifs de la marque, au final de pousser le bon produit à la cible la plus appétante et dans la bonne position par rapport à la catégorie. Donc ça, c'est un vrai bénéfice observable et observé. On l'a fait encore récemment pour une marque de jus de fruits sur lesquels on est venu activer des acheteurs simultanés de biscuits sucrés, donc en dehors de la catégorie, où les taux de réactivité ont été observés, ont vraiment été très très bons. Donc ça, c'est un premier pilier. Je vais essayer d'accélérer puisque j'ai été long sur ce premier bénéfice. Et le deuxième bénéfice, c'est que l'IA va nous accompagner aussi sur la valeur faciale, la générosité qu'on met en place sur les bons de réduction, les coupons de réduction qu'on active pour le compte des marques, évidemment avec un enjeu extrêmement structurant dans le budget pour les marques, puisque c'est de la marge qu'on restitue quand même aux consommateurs, donc il faut qu'elle soit extrêmement rentable. Là aussi, on est venu observer des centaines d'opérations qu'on a pu mener depuis de nombreuses années chez Budgetbox, dans plein de catégories, sur plein de produits différents. Et l'IA nous a permis de raffiner davantage l'ensemble de cet historique et nous accompagne dans la recommandation de la valeur faciale à mettre sur le coupon de réduction en fonction du produit et en fonction du segment. Puisqu'il faut aligner les 3 éléments clés de succès, le bon produit au bon segment, avec la générosité suffisamment attractive pour modifier le comportement d'achat. Et là-dessus, on a pu aussi faire des découvertes alors, qui auraient pu être empiriques, mais qui ont été industrielles à cet endroit-là. C'est que dans certaines conditions, pour certains produits, au sein de certaines catégories, baisser la valeur faciale sur certains ciblages n'impactait pas les taux de remontée. Et ça, c'est un learning très appréciable et apprécié pour les marques, puisque à ISO, périmètre de budget, je vais optimiser ma valeur faciale et donc je vais pouvoir aller toucher plus de shoppers et donc améliorer l'ensemble de mes métriques de campagne, que ce soit les remontées, les volumes et le ROI global de l'opération. Donc voilà, ça c'est vraiment 2 bénéfices très tangibles qu'on a mis en place de manière industrielle chez Budgetbox. Et après, là je vais parler un tout petit peu moins d'IA, puisque je commençais à énoncer des éléments clés de succès, la bonne cible, le bon produit, la bonne VF, valeur faciale. Il ne faut pas oublier aussi l'expérience client derrière tout ça. C'est que si j'active le coupon de réduction alors que vous êtes au fin fond du magasin avec le chariot qui est plein, les 2 enfants, c'est un produit qui vous plaît, j'ai une valeur hyper attractive, je ne suis pas sûr que vous retourniez au début du magasin pour utiliser le coupon. Donc il y a quand même une notion aussi de bon moment. Et là-dessus, ce n'est pas tant de l'IA que des infrastructures vraiment techniques très très robustes pour activer en temps réel quand vous êtes dans le linéaire. Et là-dessus aussi, Budgetbox est nativement en temps réel dans les solutions qu'il peut proposer. Donc c'est à la fois de la bonne exploitation de la data et aussi des architectures techniques qui permettent d'activer le temps réel, puisque dans le magasin, le temps réel est un enjeu évidemment fondamental de la modification de comportement de consommateurs. Donc voilà, et d'ailleurs ça fait peut-être une transition sur la partie limite, c'est qu'il y a quand même la notion de bon moment également. Juste avant de parler des limites, alors, pour le coup, on ne l'a pas préparé ensemble, c'est ça. Mais j'imagine que vous avez fait des tests pour voir sans IA et avec IA, et quel est l'incrémental que ça génère. Oui, il y a toute une phase... alors, ça aborde pas tant les limites que les préalables dont on peut commencer au final à discuter. Il y a évidemment toute une phase d'expérimentation, une phase de montée en charge, de l'A/B testing et au final une courbe d'apprentissage qu'on déploie. Mais d'ailleurs, ça aborde pleinement la deuxième partie en fait. Les limites, c'est que c'est un formidable outil, il y a des bénéfices, j'ai commencé à vous en citer quelques-uns, mais ça ne tourne pas seul.
s'il faut déconstruire un peu le sujet, il faut quand même beaucoup d'expertise métier autour, de grande nature. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a vécu dans les phases un peu R&D qu'on a pu mettre en place. Il faut des expertises évidemment data scientist, data analyst, data engineer, et qui ne peuvent pas travailler uniquement dans leur coin. Nous, chez nous, ils ont beaucoup évidemment échangé avec nos consultants marketing pour être au plus près à la fois d'une courbe d'expérience très, très humaine et qui a l'expérience de monter des campagnes et de monitorer des campagnes en temps réel. Et donc, voilà, c'est un outil. Un, il faut savoir le monter, donc il faut de l'expertise métier. Deux, ça ne tourne pas seul et que ça reste un outil. Et si on se sert mal d'un outil, au final, on a des mauvais résultats. Et pour aussi se prévaloir un peu de ces mauvais résultats-là, je le disais tout à l'heure, il faut déjà d'énormes volumétries de données, parce que si on est sur des scopes de données trop restreints, en fait, évidemment, il y a des biais statistiques, il y a des biais algorithmiques qui peuvent se mettre en place, et on peut ne plus voir ce qui génère au final véritablement la performance qui est attendue. Avoir du volume, c'est également avoir de la variété de données, ce qui est important pour l'éducation du modèle algorithmique, parce que ça va lui permettre d'avoir des résultats constants dans des environnements de data qui vont être variables. Et puis il y a un sujet de qualité, et je m'arrêterai là pour ne pas faire trop long sur la partie data. Vous avez beau avoir des très bons modèles, si vous avez de la mauvaise data à l'entrée, à la fin vous aurez des mauvais résultats. Donc là aussi, il faut une équipe data qui va traiter la qualité, la nettoyer, la normaliser, la structurer pour être ingérée par le modèle et aussi pouvoir produire des bons résultats. Donc il y a cette limite de... on ne va pas être tous remplacés dans la salle si vous êtes dans le marketing. Globalement, on a encore besoin de nous parce que celui qui met le go à la fin, ça reste l'humain. Ça booste la performance, mais nous, en tout cas, c'est sous monitoring humain et la décision reste humaine et on peut contrarier les décisions de la machine aussi de temps en temps. Voilà, comme encore une fois, on est une espèce d'emballement un peu médiatique sur ce sujet-là. Nous, à ce stade, c'est comme ça qu'on vit ce sujet-là. Et puis pour faire aussi peut-être un raccro par rapport au thème de l'après-midi, on est quand même dans le cadre législatif contraignant. N'oublions pas, dès lors qu'on parle de data, qu'il y a quand même un règlement européen sur la protection des données. Et que dans le domaine de la data, nous, encore une fois, on est connecté aux données des retailers, mais que comme partenaire de la chaîne de valeur, on est encore responsable à leur côté, qu'on ne peut pas la traiter dans la durée n'importe comment, qu'on ne peut pas la recouper dans n'importe comment, et qu'on est quand même associé au bon traitement de la donnée aux côtés des partenaires retailers. Donc ça, c'est une vraie limite législative qui frustre les data scientists, mais qui peut-être nous rassure en tant que citoyens, quoi. Donc voilà, c'était sur la partie limite. J'étais très long dans ma réponse. Non, c'était très clair en tout cas, merci. Est-ce que vous avez des questions ? Par contre, peut-être une question, oui. Parce que nous aussi, on se pose quand même des questions sur une limite, et ça ouvrira peut-être le débat. Alors, même si nous, notre postulat, notamment en interne, c'est d'éviter... les dialogues de sourds entre les data scientists et les consultants, parce que vite on va être sur des expertises métiers très profondes et puis pas très bien comprendre ce qu'ils nous racontent, donc on est quand même dans l'ouverture de ce sujet-là, mais c'est vrai qu'on est sur des processus au final décisionnels, en tout cas qui guident la décision de l'humain, qui sont de plus en plus complexes, avec une somme de variables et des coefficients par variable qui sont quand même multiples, et que au final il peut y avoir dans le rapport qu'on a avec les marques au quotidien qu'on accompagne un côté au final un peu black box et au final ça fait des résultats, quoi. Donc le point d'interrogation, mais qui peut être un point d'échange, c'est au final sur l'autel de la performance, est-ce que j'accepte de perdre en visibilité des sous-jacents qui la génèrent en fait. Ça c'est des discussions qu'on a aussi avec les marques, voilà. Mais en sachant que là les technologies continuent d'avancer, et qu'à un moment donné, est-ce qu'on va être à un point de rupture, on va perdre, et on se contentera de regarder les métriques. C'est de la prospective, mais en tout cas, le débat peut être ouvert, quoi. Si débat il y a d'ailleurs. Est-ce que vous avez des questions ? Lia, vous maîtrisez. Ou alors, je vous ai complètement endormi après le stand-up de nos amis de Catalina. Non, c'est bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Cédric Merci beaucoup. Colson.